Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence avec nous ce soir. Merci Thibaut de nous faire, de nous offrir la joie de cette rencontre avec toi, deuxième à la Carline avec Thibaut Bérard. On est toujours enchanté de te recevoir autour de la publication d'un nouveau livre. Donc Thibaut, je ne sais pas si je vous le présente, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Thibaut a été dans une vie juste avant éditeur de romans pour la jeunesse aux éditions Sarbacane. Et il a donc opéré un tournant dans sa vie. Il est maintenant auteur, romancier. Le premier roman pour adultes et premier ouvrage publié de Thibaut, c'était celui-ci. Je vous montre la version poche. Il est juste que l'effort soit frappé. Qui a été publié en 2020 aux éditions de l'Observatoire. Suivez en 2021 Les Enfants Véritables, celui-ci également dans sa version poche et qui était au départ publié aux éditions de l'Observatoire. Et Le Grand Saut, troisième roman, qui est sorti en 2023. Voilà, troisième roman pour adultes. Thibaut écrit également des romans pour la jeunesse. Mentionnons les séries Suzanne Griotte chez Gallimard Jeunesse, dont le deuxième volume vient de sortir, Suzanne Griotte et les Métallimas. La série Polka chez Milan, dont le troisième volume vient de paraître, donc Polka. Le troisième volume vient de paraître cette année. Voilà. Et également Tu cours trop vite, donc voilà, pas mal d'ouvrages, de romans pour la jeunesse, Tu cours trop vite, qui était sorti l'année dernière, celui-ci chez Bayard. Et des albums, Carmen et Oscar, qui fera une série. Hein. C'est un premier volume, Carmen et Oscar, ou c'est un volume seul? Non, c'est un one-shot. D'accord, c'est un one-shot. Et L'Homme de fer, publié dans la collection Ronce. Voilà, et donc nous l'accueillons ce soir à l'occasion de la publication de celui-ci, Les 5 Amazones, qui est un quatrième roman pour adultes. Celui-ci est publié à La Ville brûle. Et c'est un roman qui rompt avec quelque chose, je trouve, qui change complètement dans l'écriture de Thibaut. Pour le résumer, c'est un roman donc, qui tranche avec les précédents, et ça on en reparlera. C'est un roman qui met 5 jeunes femmes, 5 amies, au caractère de feu, mais nous en reparlerons aussi. C'est un roman qui insère également une intrigue qui nous rapproche du thriller. Et finalement, donc, 2 de ces jeunes femmes sont enlevées, séquestrées, et on en reparlera aussi. C'est un roman dans lequel donc un homme et puis finalement 3 qui séquestrent ces 2 jeunes femmes, portent des masques d'acteurs masculins célèbres, et on en reparlera aussi. Et c'est un roman qui se passe dans 2 endroits. Un bar où se retrouvent ces 5 amis et une pièce sombre, et on en reparlera. Ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est d'entendre le texte. Donc on va prendre les premières pages. Et on va faire cette lecture tous les deux. Tour à tour. Pardon ? Mais tour à tour. Tour à tour, tout à fait. Tu veux dire quelque chose ? Parce qu'en fait, j'aurais beaucoup aimé que vous entendiez Thibaut en premier pour cette lecture, mais finalement, c'est moi qui vais lire en premier. Mais voilà, je sais pas, peut-être que... Ah oui, non, parce qu'en fait, Aurélie, elle voulait que je lise le premier chapitre, mais j'adore lire le deuxième chapitre. Voilà. Donc on inverse nos rôles, mais j'ai peur qu'on passe trop de temps sans que vous l'entendiez. Donc non, ça va. Voilà. Donc nous démarrons par cette première partie, ce premier chapitre qui se passe dans l'acte 1 et qui est intitulé « Un homme ». Il n'arrête pas de répéter qu'il aime les femmes et qu'il n'a rien contre elles. C'est elle qui m'aime pas, il dit. Il a une petite voix flûtée, agaçante. Enfin non, c'est pas qu'elle m'aime pas, c'est pas exactement ça. Il lève une main dont le poignet n'est pas plus épais qu'un os de sèche. Il la laisse flotter un moment. C'est qu'elle nous aime pas. Elle nous aime plus. Il est là le problème. T'es pas d'accord ? Il ouvre sa main, dépliant des doigts interminables, l'agite devant lui comme pour chasser une mouche. Évidemment que t'es pas d'accord. Si j'avais dit ça devant tes copines, par exemple, je sais pas, au Cosmo, puisque vous y passez votre vie, tu m'aurais cloué au pilori. Vous m'auriez cloué au pilori. Il me regarde. Je ne peux pas voir son visage à cause de ce stupide masque de Schwarzenegger.
Et de toute façon, il fait beaucoup trop noir dans cette pièce. C'est un salon, je crois. Le salon d'un appartement crasseux, d'après l'odeur, et qui semble encombré de meubles et de cartons. Je ne discerne pas grand-chose, seulement des formes, des masses sombres, mais ses yeux à lui, je les vois clairement luire à travers les orifices du latex. Ses yeux grelottent. « Tu m'écoutes » Je hoche la tête en essayant de capter son regard. Réfléchis. Il y a forcément un moyen de le ramener à... « Écoute-moi » il hurle. Il me gifle sèchement. Je m'arrête de respirer. J'ai eu si peur que je n'ai pas eu le temps d'avoir mal. Et puis je rouvre les yeux. Mes lunettes ont bougé, mais elles ne sont pas tombées. Une chance. Il me fixe toujours du regard avec fureur. J'entends le latex de son masque couiné, on dirait qu'il est en train de grommeler, ou bien de se mordre les lèvres, je ne sais pas. Maintenant, la douleur arrive, cuisante. Elle irradie dans toute ma joue droite. Je sens mon cœur battre au fond de ma gorge. Ça brûle et je voudrais crier, mais le bâillon est trop serré. Parce qu'il m'a bâillonné, cet enfoiré. Une puissante nausée monte, les larmes menacent. Je me dis que je ne dois pas lui faire ce plaisir. Mais je ne tiens pas longtemps. Mes yeux s'embuent, les larmes enflent sous mes paupières. Quand enfin elles coulent sur mes joues, elles apaisent la douleur. « Excuse-moi d'avoir fait ça, » il murmure. Il me caresse la tête comme à un chien ou à une fillette. 2 frottements rapides pour dire qu'on ne va pas en faire une histoire. C'est seulement à ce moment-là que je remarque sa petite taille. Assise sur ma chaise, je lui arrive quasiment à l'épaule. Oui, je suis ligotée à une chaise aussi. « Ça m'a échappé, » il ajoute. Son autre main sort de l'ombre et vient se frotter contre la première. Il les noue ensemble d'une façon vaguement dégoûtante. « Tu comprends, c'est quand tu fais exprès de m'ignorer, ça me fait perdre mes nerfs, tu comprends ?» Je déteste qu'il me pose des questions comme si je pouvais lui répondre. Je déteste sa voix, je déteste ses mains, je déteste son masque débile de Schwarzenegger, et je déteste aussi l'odeur de lait caillé dégueulasse qu'il dégage. Je la distingue très nettement de celle qui flotte dans l'appartement, mélange de vieilles ordures, de vaisselle sale et linge humide. Espèce de connard, je lui crie dans ma tête. Espèce de cinglé. Est-ce que je vais mourir ici ? Est-ce qu'il va me tuer ici, m'éventrer avec son couteau ? Sans le couteau, je me serais défendue. J'aurais essayé de m'enfuir. Tu crois ça ? Pas sûr. Je voudrais m'en convaincre, mais au fond, je n'en sais rien. Je n'arrive pas à penser. Même respirer est difficile à cause du bâillon. Putain, mon pantalon est trempé. Je me suis pissée dessus quand il m'a giflé. Ou alors c'est tout à l'heure quand il m'a attaquée. Il m'a prise par le cou d'un geste violent qui m'a tout de suite crispée, la sensation d'être agrippée par une serre d'oiseau. Je me suis retournée, prête à gifler, et c'est là que j'ai vu le masque de Schwarzenegger. Avec son autre main, il a brandi le couteau très haut, tout près de mon œil. Je me rappelle m'être dit « Il est pas bien ce mec ?» Quelque chose de ce genre. Une pensée vraiment molle, déconnectée. Parce que ma conviction profonde, c'était que quelqu'un allait forcément nous voir et intervenir. On ne peut pas se balader dans la rue avec un putain de masque de Schwarzenegger et agiter un couteau sous l'œil d'une fille sans que personne ne réagisse. Mais il n'y avait pas un chat. Seulement lui et moi. Il a surgi de derrière une poubelle juste au moment où je sortais du bar pour rejoindre l'avenue. « Toi, tu viens avec moi », il a dit. Et il a resserré sa prise sur mon bras pour me tirer en arrière. Comme dans un cauchemar, j'ai vu les lumières de l'avenue s'éloigner. La lame du couteau tremblait devant mon œil. Il m'a traîné sur quelques mètres et puis il a ouvert une porte d'un coup de hanche. Je crois qu'il s'est fait mal parce qu'il a couiné et on s'est retrouvés dans une pièce obscure. La pièce. Pendant tout ce temps, je n'ai pas crié. Je ne me suis même pas débattue. J'étais pétrifiée. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était répéter. Me fais pas de mal, en boucle, comme une colle. Mais en fait, je ne pigeais rien à ce qui se passait. Je ne voyais que le couteau qui tremblait sous mon œil. Quand j'ai entendu le rire de Cass jaillir de la rue, elle sortait du bar, les autres devaient la suivre, j'ai enfin eu l'idée d'appeler à l'aide. Dans un flash, j'ai vu ma bouche s'ouvrir pour crier. Puis, mes amis volaient à mon secours, courir en gueulant jusqu'à nous, jusqu'à la pièce obscure, et puis rameuter du monde, faire revenir les lumières, me sortir de là. Mais déjà la porte se refermait, noir complet. Il m'a plaqué au mur et il a dit « Si tu cries, je t'égorge ». J'ai senti la lame du couteau ripée contre ma mâchoire, tandis qu'il me bâillonnait avec son autre main. Il ne tremblait plus. J'ai fermé les yeux et pour ne pas tomber dans les vapes, j'ai pensé à Cass. Je l'ai revue comme en plein jour alors qu'elle nous rejoignait dans le bar au tout début de la soirée. Une éternité. Nissul qui est dans un mauvais jour. Cass déboule, vénère au point que les murs tremblent.
hyperbolique. Parce que c'est exactement ce qu'est Cass, une hyperbole ambulante. Cass a des épaules d'athlète et des cuisses comme des missiles. Elle fait de la boxe tous les jours depuis qu'elle est gamine, ça a évidemment produit des résultats, mais au-delà même de ce physique extraordinaire, le moindre de ses gestes rappelle qu'elle est une nature à part, une meuf détonnante. Cass ne parle pas, elle gueule. Cass ne rit pas, elle explose. J'adore Cassandra. Aucun cœur tendre de poulet ne palpite sous sa carapace de soldate, et c'est tant mieux, parce que ça signifie que Cass ne cache rien. Difficile à dire ça, Cass ne cache rien, mais c'est bien le cas. Ni faille, ni fêlure, et jamais de mensonge. À la voir foncer vers notre table en martelant le plancher du cosmos sous ses bottes noires, on pourrait croire qu'elle va nous réduire en bouillie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont l'air de penser les clients du bar, y compris le moustachu qui, après avoir flashé sur sa chevelure dorée et sa peau caramel, s'est retranché tel un lièvre derrière l'antique flipper. Mais nous qui la connaissons par cœur savons bien que la fureur dont Cass vibre ce soir, et dont elle ne va pas tarder à nous donner la raison, encore toute une aventure, n'est que d'ordre transitoire. Le genre d'histoire qui se dilue au bout de quelques pintes, dans le désordre de nous cinq. Nous, c'est-à-dire Cass, Lee, Fleur, Lot et moi. Moi, Sophia Sésame, alias 16, du fait de ma légendaire descente de bière, qui m'a valu pas mal d'embrouilles et une certaine réputation dans les bars de la ville. Profession, journaliste, enfin pigiste, depuis déjà 5 ans, pour un grand site d'information ou de divertissement. La frontière est assez floue. Mais qui sait si ma patronne, bavette sanglante, ne va pas finir par me confier ma propre rubrique dans 10 ou 12 ans. Je patiente. Fleur adore rappeler que mon surnom 16 vient aussi de mes excellentes notes au lycée. On se connaît toutes depuis la 6e, 15 ans déjà, et plus pour certaines. Si Fleur le dit, c'est que ça doit être vrai. Fleur se souvient du moindre détail de nos adolescences communes et respectives, alors qu'on s'efforce toutes, quant à nous, de les reléguer au fond de nos limbes personnelles. Lorsque Cass n'est plus qu'à quelques pas de nous, Lee se tourne vers José, le patron et unique serveur du Cosmo. Zé, tu nous apportes une bière? Missul qui est dans un mauvais jour. Et une autre pour 16 qui est à marée basse. Dans l'élan, elle m'envoie un sourire coupant comme une feuille de papier A4, son œil vert de chat brillant sous sa frange en voile de bateau. Bateau pirate, je précise. Putain! Souffle Cass en s'écroulant sur sa chaise. D'un geste si brutal qu'il en acquiert une forme de grâce bizarre, elle siphonne, puis fait claquer la pinte que José a déposée sur notre table avant de regagner son immense comptoir métallique. Mon regard croise celui de Lot. Lot, dont le visage ne laisse paraître aucune émotion, mais qui nous scrute, toutes et chacune, de ses yeux bleus pâles de déesse. Oui, Lot est absolument superbe. Pas dans le style bazooka de Cass, elle serait plutôt pure naïade, nymphe éthérée, mannequin suédois. J'adore Lot, autant que Cass, Fleur et Lee, on est comme les 5 doigts de la main, mais disons que s'il fallait filer cette métaphore manuelle, Lot serait plutôt l'annulaire, le doigt qui ne sert même pas à se gratter l'oreille. Qu'est-ce qui t'arrive? Demande Lee. On se serre autour de nos verres, en savourant l'instant à venir par anticipation. Les histoires de Cass, c'est un peu comme le cassoulet préparé par ta mère. Tu sais, celui que tu regardes mijoter dans ta cocotte en fonte, et dont tu flaires l'odeur grasse, enivrante, tandis qu'elle le touille interminablement avec sa cuillère en bois, au point que quand enfin vient le moment tant attendu d'y goûter, tu te dis que t'as peut-être plus si faim que ça, et pourtant tu fais l'effort, parce que c'est le cassoulet de ta mère, et bien sûr c'est bon à pleurer, et donc tu refais l'effort une fois, et deux, et trois, et voilà que, sans même t'en rendre compte, tu as liquidé ton assiette, et la sienne, et le plat dont tu es en train de lécher les bords, et le soir tu entends ton père dire à ta mère d'arrêter de te gaver comme ça une bonne fois pour toutes, parce que tu vas vraiment devenir énorme, déjà qu'on peut pas dire que t'es une taille de guêpe, pourquoi tu peux pas te contenter d'une salade, bon Dieu, les filles, normalement ça aime les salades. Cette métaphore m'a emmené un peu loin. Bref, les histoires de Cass, ça se déguste. Cass nous jauge du regard, et puis elle annonce « Marius m'a largué ». « Quoi ?» s'étrangle Fleur. Nous partageons son ébahissement, mais Fleur est la seule à être devenue pâle comme un cierge, à croire que tout son sang lui est tombé dans les talons. Cette fille serait capable de mourir d'un infarctus si elle voyait quelqu'un en faire un devant elle. Cet extraordinaire sens de l'empathie l'aurait empêchée de devenir secouriste, si telle avait été sa vocation. Mais heureusement, elle prépare un diplôme de bibliothécaire, ce qui est beaucoup plus dans ses cordes. L'empathie chez Fleur est bien autre chose qu'un simple trait de caractère. C'est un élément constitutif de son identité tout entière. Par exemple, dès que Fleur voit quelqu'un chialer, elle ne peut pas s'empêcher de chialer. Et ça lui fait pareil quand elle voit quelqu'un vomir. Ce qui est moins mignon, mais très réconfortant. Car où que tu sombres, Fleur sombre avec toi. Marius, enchaîne Lee sans quitter Cass des yeux. Marius t'a largué? Ton Marius? Un temps. Impossible, décide-t-elle. Lee a raison, il est strictement impossible que Marius ait pu larguer Cassandra. Ce serait comme imaginer, disons, une bombe nucléaire qui largue son avion. T'as raison, admet finalement Cass. Marius m'a pas tout à fait largué, mais presque.
Ah, souffle Fleur, qui retrouve ses couleurs de jeune pâquerette. Ça m'étonnait aussi, hein. Macrus, Marius, on dira ce qu'on veut, c'est un mec bien. Je vais juste s'incliner parce que moi j'aime vraiment la chute. Mais oui. En fait, je vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est exponentiel, mais il y a vraiment 2-3 trucs qu'il faut. Ouais. L'hôte ne fait pas de commentaires, mais dodeline mystérieusement de la tête. Sans doute un signe secret que se transmettent les nymphes depuis les siècles des siècles. Sous son chandail bleu pastel assorti à ses yeux, je devine cependant un soupir interrogatif. Et donc, réattaque-Lee, un œil sur Cass et l'autre clignant pour remercier José qui vient de déposer une nouvelle tournée générale. Cass se tortille sur sa chaise. Si je la connaissais pas aussi bien, je dirais qu'elle est embarrassée. Mais ça aussi, c'est impossible. Si l'embarras en personne croisait Cass dans la rue, c'est lui qui baisserait les yeux. Commence par le commencement, je suggère. Voilà, suis les conseils de Virginia Woolf, ricane Lee. Elle pioche une pinte, monte en une, on trinque. Ça vous ferait rien qu'on écoute Cass, les filles, intervient Fleur, dont le cœur bat la chamade depuis qu'elle sait que notre amie a presque été larguée par son mec. Pardon, t'as raison, on est tout oui. Ok, reprend Cass. Alors le commencement, c'est le pregnant porn. L'hôte lève un sourcil intrigué, mais comme elle conserve son éternelle expression de neutralité parfaite, on ne saurait dire si le concept de pregnant porn lui est familier ou non. Fleur, inversement, est d'une transparence de cristal. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'était surtout pour ça. On vous laisse avec ça. Ouais. Excellent. Merci. Voilà, donc vous avez entendu les toutes premières pages de ce roman, Les 5 Amazones. Je le disais en introduction, je trouve que c'est peut-être, je sais pas, commencer par ça, c'est vraiment un roman, ce 4e roman pour adultes, très différent en fait, comme quelque chose qui vient rompre avec, comme si tu t'es extrait d'une espèce de sphère familiale peut-être, pour arriver vers un traitement complètement différent, un sujet complètement différent. Ça forme peut-être une première question, mais qui va avec la suivante, qui est sur la genèse de ce roman. D'où est venue l'idée de ce roman, au fort accent féministe? Parce qu'une chose que je n'ai pas dite, excusez-moi, c'est que le catalogue de La Ville Brûle, quand même, qui publie ce texte-là, c'est un éditeur engagé avec une grande partie aussi féministe. Oui, c'est vrai. Je vais commencer par la genèse alors. Sachant que là où il tranche déjà, c'est que ce roman, c'est que c'est le premier qui parle pas de la mort, tu vois. Et donc, c'était bien de sortir un peu de ces thématiques mortuaires. La genèse de ce livre, c'est assez rigolo parce que j'ai commencé à l'écrire. Bon, enfin, je n'ai pas commencé à l'écrire, mais j'ai commencé à le mûrir pendant le confinement. À un moment du confinement où, je le précise, on pouvait accueillir des gens chez soi. Je dis qu'il y a des gens chez nous dans mon anecdote. Donc moi, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et mon épouse, Brune, qui est dans la salle, elle, à cette époque-là, elle recevait des copines pour un café du mardi. C'était un truc récurrent, quoi. Elle s'était donné rendez-vous tous les mardis. Et moi, j'étais derrière mon ordi, dans un coin de la pièce en plus, donc vraiment très retranché, quoi, comme le gars derrière qui se planque derrière un comptoir, là. Et en fait, je les regardais. Et il se trouve que elles étaient 5, enfin parfois un peu plus, entre 4 et 7 en fait. Et je les regardais et je me disais, elles sont vraiment incroyables ces nanas. Il y en a une en particulier qui m'a vraiment inspiré le personnage de Cass, qui est même, enfin je veux dire physiquement en fait, qui est costaud, qui parle super fort, qui a des rires tonitruants. Et donc en fait je les écoutais, je ne peux pas m'empêcher de les écouter en fait, même si j'avais un casque, parce que j'écris en musique, mais donc là en l'occurrence je n'écrivais pas, j'étais encore éditeur. Et en fait je les écoutais tour à tour. Refaire le monde, déconner, faire des vannes, se consoler quand il y avait des moments un peu plus difficiles et tout. Je me disais, je me suis dit 2 choses en fait. La première chose, c'est que les relations comme ça de filles entre elles, c'est une grande richesse, quoi. Et c'est émotionnellement, c'est très libre. Les mecs entre eux, ont beaucoup plus de difficultés en fait à partager des émotions, à s'avouer qu'ils sont bien ensemble, ou à se porter secours, etc. Ça, c'est une première chose. Et en fait, ça a fait tilt sur un autre aspect qui, là, est purement fictionnel et littéraire, c'est que je me suis dit, c'est un groupe de nanas qui envoient, que tu as envie de regarder, dont tu as envie de suivre des histoires, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires dans leur retrouvailles, quoi. Notamment, la fille qui a inspiré Cass, elle arrivait toujours avec des nouvelles histoires. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que moi, je suis né en 80, et j'ai grandi avec tout un cinéma de divertissement,
et une littérature d'ailleurs de genre qui met en scène des groupes de potes, quoi. Et donc, on a même fait un argument de vente avec La Ville Brûle, Oui. c'est les 3 mousquetaires, les 7 samouraïs, les 7 mercenaires, les 12 salopards. Il y a vraiment des kilos, en fait, de sortes d'histoires. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré les romans de potes, les films de potes et tout. Et ils sont toujours un peu conçus de la même façon, quoi. C'est des personnalités très singulières, des archétypes un peu, en fait, qui se retrouvent soudés pour une raison ou pour une autre, qui vont affronter une épreuve dans laquelle ils vont se réaliser à la fois en tant que groupe et comme individu. Donc c'est toujours le même truc. Et là, d'un coup, je me suis dit, ah là là, mais en fait, tu mets des nanas comme ça dans une histoire de ce genre-là, donc une aventure plutôt, c'est détonnant parce que, d'abord, on l'a pas beaucoup vu, et en plus, je me suis dit, tiens, les mousquetaires, c'est jamais que des flics, quoi. En fait, c'est des types qui sont là pour défendre la cause du roi. Et très souvent, en plus, ils défendent surtout leurs propres intérêts. En fait, ils sont copains parce qu'ils aiment boire ensemble. Ils ne partagent pas tellement de choses, en réalité. Et nous, on les aime surtout parce que ce sont des archétypes, quoi. Et on aime bien l'idée qu'ils tiennent ensemble, comme les groupes de rock. On se dit toujours, mais ils vont tenir. En fait, ils tiennent jamais. C'est toujours par splitter, quoi. Alors que ces filles-là, donc qui n'étaient plus déjà les filles que ma compagne et ses copines, c'était devenu déjà, ça commençait à devenir des bribes d'héroïnes dans la tête. Je me disais, tiens, si on les met ensemble et qu'on les confronte à une épreuve, elles sont liées par leur amitié, bien sûr, qui est une amitié quand même assez fine et dans laquelle elles ont pu tisser énormément de liens, peut-être plus que des mecs entre eux, mais en plus elles ont un autre truc, c'est que elles ont ce qu'on appelle la sororité, c'est-à-dire qu'en fait elles sont vraiment en danger. Alors que les mousquetaires, s'ils ont envie de reposer leurs épées, il n'y a pas de problème en fait. D'ailleurs, ils le font dans la saga des 3 mousquetaires. Dans 20 ans après, ça commence par chaque mousquetaire qui s'est un peu rangé parce qu'ils ont plus trop de problèmes, quoi. Alors que les Amazones, les filles, elles sont toujours un peu en danger. En fait. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont commencé à monter. Et j'ai commencé à rédiger le bouquin. Et c'est vrai que pour rejoindre ton autre bribe de questions, c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très différent de ce que j'avais fait avant. Alors en fait, au début, je voulais faire un roman qui était uniquement drôle, à l'origine. Parce que le premier chapitre à l'origine, c'est pas celui que tu as lu, c'est celui que j'ai lu, en fait. Ouais, okay. C'est aussi pour ça que je me suis habitué à le lire. Au départ, c'était censé être une comédie, etc. Et je savais pas très bien ce qui allait arriver. Et à un moment, je me suis dit, attends, quand même, à la jeunesse du projet, tu avais cette idée de danger. Donc je me suis dit, tu sais quoi, t'en prends une, tu la mets dans une cave, et on verra bien, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Okay. On prend le temps de les présenter, ces 5 Amazones. Je donne des bribes, mais tu complètes. Vas-y, donc, leurs prénoms, on les a entendus. Lee, Sophia, Cass, Lot et Fleur. Donc Cass, elle est bien décrite quand même dans ce passage. Sophia, c'est 16, en fait. Ah oui, Sophia, c'est 16. Elle a un surnom. C'est ça. Ouais. Cass qui est bien décrite dans le chapitre que tu viens de lire. Une meuf détonnante qui boxe tous les jours depuis qu'elle est gamine. Elle a un tempérament de feu. Fleur, chez qui, je te cite, l'empathie est bien autre chose qu'un simple trait de caractère. C'est celle des 5 qui se souvient du moindre détail, c'est ce que tu as lu aussi, de leurs adolescences communes et respectives, et qui s'avère, Fleur, être celle que l'on croit fragile, mais qui révèle au fil du texte, je te cite encore, une fleur ok, mais une fleur carnivore. Ouais, j'avais oublié, j'avais ça. Merde, j'ai mis dans un livre. C'est terrible parce que vraiment je me suis rendu compte que j'ai fait une métaphore comme ça où je trouvais trop malin. Je l'ai refait une fois avec des épées. Juste Fleur. Complète, alors, sur les. Non, parce qu'en fait, un truc intéressant sur la conception des personnages, parce que moi je pars vraiment de ça pour faire des livres en fait. Elle arrive vers ça, cette description justement, et on continuera avec les 3 autres. Tu les as en tête en fait, tu les détailles, leurs traits de caractère, C'est pour ça que ça peut paraître un peu étonnant le fait que finalement j'étais parti sur une comédie puis j'ai ajouté du thriller en fait. Mais parce qu'en fait c'était pas très grave, ce qui était important c'est que j'avais trouvé les héroïnes quoi. Et donc elles sont vraiment fondamentales et ce que je voulais dire à leur propos c'est que elles m'ont été inspirées par effectivement quand même des copines de mon épouse, voire mon épouse, mais en fait très rapidement elles se sont adjoints des morceaux
d'autres filles que j'ai connues en fait. C'est pour ça que j'ai mis une dédicace qui est un peu ridicule à 50 femmes là au début. Ça fait un peu femme je vous aime quoi, je trouve. Mais en fait, c'est parce que ça a du sens pour moi parce qu'il y a mes sœurs, il y a ma meilleure amie, il y a plein de femmes que j'ai connues quand moi j'avais 25 ans et elle aussi, ou alors quand j'étais un peu plus âgé qu'elle, mais je les ai regardées parce que je me disais, ah, c'est marrant, ça me rappelle vraiment ma jeunesse, enfin, etc., etc. Et donc, voilà, les personnages, à un moment, les 5 héroïnes, je les ai vraiment trouvés. Ouais. Et à partir de là, je pouvais faire à peu près ce que je voulais avec elles. Et la dernière chose que je voulais dire sur les héroïnes, c'est pour ça que j'ai pensé par rapport à Fleur, c'est qu'elles sont inspirées de femmes que j'ai connues, mais aussi de personnages féminins de séries et de livres aussi, en fait. Et Fleur, par exemple, elle est inspirée d'un personnage qui est une héroïne de Sex and the City. C'est une série qui est un peu datée aujourd'hui, Sex and the City, mais qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans en fait, quand je l'ai découverte, quoi. C'est que j'aimais vraiment beaucoup, mais je me sentais un peu exclu. Et en fait, j'ai ressenti ce que beaucoup de femmes ressentent en regardant des westerns ou des films, même des films en fait. C'est que je me disais, ouais, alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de mecs dans cette série, et surtout, ils sont jamais au premier plan, c'est toujours les 5 filles quoi, qui parlent, mais en même temps, j'avais un sentiment un peu de malaise, et en même temps de fascination, parce que c'est quand même la première série qui a fait ça, qui a mis que des nanas au centre, et il y avait quand même des scènes récurrentes de café, où elles étaient au café en train de parler de sexe, hein, de façon très libre et tout, donc en même temps, ça me gênait un petit peu et tout, et ils avaient aussi eu l'idée de mettre des personnages comme ça très archétypaux, en fait. Il y en a une qui est un peu l'équivalent de Cass, je crois qu'elle s'appelle... qui est très brute de décoffrage. Samantha, voilà, merci. Ah, je savais qu'il y avait une fan. Samantha, elle est vraiment géniale, c'est un super personnage. Et en face de Samantha, il y a Charlotte, qui est un peu l'équivalent de Fleur. C'est-à-dire qui est beaucoup plus timide, qui est la fragilité. Et moi, un truc que j'adore, c'est les paradoxes et les effets de symétrie. Donc dès qu'il y a quelqu'un de fragile, dans ma tête, je me dis, de toute façon, c'est le plus fort de tous. Et à chaque fois, c'est pareil, je fonctionne toujours comme ça, en fait. Pour Lee, je trouve qu'un passage, page 50, est très parlant pour la décrire. Je le lis. Vas-y. À ma connaissance, il n'existe quasiment rien sur notre plan de réalité qui puisse choquer Lee. On parle d'une fille qui pourrait tout à fait être contactée par l'éditeur du Kama Sutra afin d'en rédiger une version augmentée sans avoir besoin de recourir à de la documentation. D'une fille si caustique et acérée que l'humour noir semble bien être la seule chose au monde pour laquelle elle conçoit une forme de respect. La plupart des gens ont peur de Lee, peur de ce qu'elle va dire, de la réplique cinglante qui frémit au coin de ses lèvres fines, peur de ce qu'elle va faire parce qu'elle est incontrôlable sous sa frange noire de piratesse. Les enfants, eux, l'adorent instantanément. Et bien sûr, s'ils l'adorent, c'est parce qu'ils sentent avec ce flair de caniche qui leur sert de super pouvoir que Lee, quoi qu'il fasse en sa présence, même s'ils se conduisent comme d'horribles crapules projeteuses de morve et renverseuses de coca sur le magnifique tapis qu'on vient d'acheter sur Vinted, sera leur allié. Dans le cœur de Lee, il y a 3 piliers sacrés auxquels elle dévoue son existence, sachant que tout le reste peut bien aller se faire foutre. Nous 4, l'humour noir et les enfants. 3 piliers sacrés qu'elle ne classerait peut-être pas dans cet ordre d'ailleurs. Lee, en fait, pour moi, c'était... Dans Les 7 mercenaires, il y a un personnage qui est incarné par James Coburn et qui est un type qui parle pas beaucoup et qui lance le couteau. Alors tous les autres, ils ont des colts, quoi. Moi, quand j'étais gamin, c'était celui que je préférais. Et je pense que beaucoup de gamins adoraient ce personnage parce que c'est le plus énigmatique, c'est le plus tranchant, en fait. Et puis ce truc du couteau, c'est magique, quoi, un peu. Et Lee, pour moi, elle rejoue ce rôle-là. Je veux que les filles qui lisent ce livre se disent « Ah, moi, je suis trop Lee, quoi. » Même quand elles sont pas vraiment Lee, en fait. Parce que c'est un peu la plus sexy, quoi. Et juste un truc intéressant, je trouve, c'est que, assez rapidement, justement, comme je fonctionne toujours par effet de symétrie et de contraste, de toute façon, dès que j'ai commencé à en penser une, je me dis, bon, il faut qu'elle ait une faiblesse, quoi. Et pour Lee, je sais pas, c'était évident, très rapidement, je me suis dit, les enfants, c'est sa faiblesse. Bah oui, parce que elle est dure et invincible avec tout le monde, et la seule personne que tu puisses te retenir de tuer quand vraiment t'es très vénère, c'est les enfants, quand même. C'est l'innocence, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça m'a servi pour l'histoire. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je pose les personnages, et finalement, après, j'ai mis du thriller, de la comédie, mais ça aurait peut-être pu être encore autre chose. De la même façon, j'ai posé les personnages, et l'intrigue s'est construite vraiment magiquement, parce que, comme je l'avais mis ce truc des enfants, ça a été très utile après, c'est un rouage narratif, tu vois, qui permet vraiment de débloquer l'enquête, quoi. Et ça, je l'ai pas fait exprès. C'est uniquement parce que Dieu veille sur moi dans ce moment-là, quoi, le Dieu de la littérature, quoi. Et voilà, c'est vraiment marrant de se dire, tiens, je vais poser ça là parce que je m'étais dit, il faut montrer qu'elle a une faiblesse, mais en plus, ça aura un rôle dans l'intrigue, quoi.
Lotte, qui est l'avocate du groupe, qui énonce, alors je trouve ça hyper intéressant, ce que Sophia appelle avec des majuscules des vérités cruciales. Elle est pourtant celle qu'on entend le moins, celle que dans l'extrait que tu as lu, Sophia décrit d'une beauté de pure naïade, nymphe, éthérée, mannequin suédois, à la différence de Cass, qui est décrite plutôt dans le style bazooka. Et Lotte, dont on entend surtout la voix, dont on entend la voix dans le deuxième acte. Et Sophia, qui elle est donc 16, qui est la narratrice du premier acte, elle est journaliste, et moi j'adore parce qu'elle est très très à cheval sur l'orthographe et les fautes de français. Et elle reprend à plusieurs reprises dans le texte. Enfin, voilà, c'est son petit rebond là. Elle fait une correction notamment plusieurs fois, qui est une faute que beaucoup de gens font. Je me suis permise. Et j'étais très content parce que j'ai réussi à la mettre dans la bouche du méchant. Cette fois, je fais ah yes, ça, je peux la corriger. Voilà. Oui. Alors Lot, ce qui est marrant, je l'ai appelé Lot en fait parce que j'imagine un peu une tête de poisson. Moi j'ai vraiment les noms d'ailleurs, souvent ça vient comme ça, par soit c'est une sonorité qui t'intéresse, soit c'est une étymologie qui t'intéresse, soit parfois ça peut naître une image. Moi je voulais une fille belle, un peu comme un poisson. Je veux dire par là que c'est magique. Enfin non, elle a une beauté un peu magique, quoi, un peu argentée. En fait, la vérité de Lot, c'est que les 4 autres, j'avais des archétypes assez précis. Quand même, tu vois, la fille incendiaire, la fille fragile qui cache en fait une force, celle qui est incisive, cynique, la narratrice qui est un peu la rusée. D'ailleurs, en fait, ce sont les archétypes des 3 mousquetaires qu'on retrouve en fait. Porthos c'est la force, Aramis c'est la ruse, D'Artagnan c'est l'action. Enfin, tu vois, tout ça, ça se retrouve. Et Lot, c'était ma 5e, et comme j'ai fait ce truc de l'annulaire, du doigt qui sert à rien, l'auriculaire. Non, même pas l'auriculaire, ça. Et c'est parce qu'en fait, je savais qu'il fallait qu'elle soit très belle, très gracieuse, et effectivement qu'elle regarde tout le monde. C'est la seule qui parle pas du tout. Et de temps en temps, elle dit un truc un peu comme un elfe, quoi. Elle sort une phrase et tout le monde s'arrête. Et en fait, la vérité, c'est que je ne savais pas très bien ce qu'elle cachait, en fait, cette fille. Je m'étais un peu laissé là-dessus pour elle. Je m'étais dit, il y a un secret, je sais pas encore ce que c'est, en fait. Et jusqu'à ce qu'elle prenne la parole dans la deuxième partie, puisqu'effectivement, c'est elle qui prend le récit après, je savais pas trop, en fait. Donc je me suis vraiment laissé surprendre. C'est la seule que j'avais pas constituée, modelée au départ, quoi. Et donc quand tu te les représentes avant d'écrire, tu as des notes, il y a des choses Pas des notes, en revanche, j'ai tu les as précisément. Ah oui, là, on les voit complètement. Les visages, en fait, sont inspirés de gens que je connais. Elle, en fait, c'est une ex. Il y a fort longtemps, qui était une nana très belle, et qui glaçait un peu tout le monde parce qu'elle avait une beauté comme ça, plastique, et je voulais, pas plastique, mais une beauté sculpturale justement. Et donc ça me permet d'avoir un visage, ce qui est très pratique, quoi. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est plutôt les voix. Parce que ça, d'abord, je suis dans la vie, je suis assez sensible, et quand j'écris, je peux vraiment les entendre parler. Donc le but, c'est que les dialogues, c'est un roman qui fonctionne énormément sur les dialogues, c'est qu'ils puissent normalement se passer quasiment de didascalie, en fait. On devrait pouvoir faire défiler les tirets sans dire précise, machin, dit, casse, grogne, machin. En fait, j'en mets quand même parce que j'aime bien ça et que ça permet de leur faire des trucs en même temps. Mais normalement, le but, ce serait que les voix soient suffisamment incarnées et singulières pour qu'on les reconnaisse. Voilà. Et pour finir, oui, Sophia, 16, c'est pareil, physiquement, j'imagine une copine. Elle est nourrie de plein de gens que je connais. C'est quand même celle dont je me sens le plus proche. Effectivement, je corrige tout le temps les gens sur les fautes. Mais en plus, je me cache beaucoup derrière l'humour, ce qui est son cas à elle. Et elle a une énorme carapace, en fait, 16. Voilà. Ah oui, non, je vais dire un dernier truc qui est très drôle sur les personnages, pardon, parce qu'on parlait de ça. C'est que hier, je parle avec ma fille Thelma qui a 6 ans. Et je parle un peu des Amazones comme ça. Et je dis, ouais, tu vois, il y a un peu la costaud, de la fragile. Elle dit, ah, c'est comme les limaces. Je dis, quoi? Et en fait, elle vient de lire celui-là. Et là, elle me dit, oui, t'as les limaces, t'as la costaud, la timide et tout. Et je fais, merde, c'est terrible. J'en fais en fait constamment le même livre, en fait. Et à chaque fois, j'ai l'impression de réinventer la roue, mais en fait, c'est juste que j'oublie. Voilà. En contrepoids de ces 5 Amazones, de ces héroïnes, il y a donc 3 hommes qui sont ceux qui séquestrent en fait, donc deux de ces
deux de ces femmes. Ils portent des masques d'acteurs américains, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Ils sont violents. Schwarzy, lui, est plutôt chétif, à la différence des deux autres qui sont très grands, habillés de costard. Et comment tu les envisages, eux, de la même manière, au début de ton roman? Comment tu les perçois? Est-ce que tu vas aussi loin? Comment tu les travailles? Et pourquoi ils portent un masque? Alors, le masque, en fait, au tout début, je ne savais pas qu'il serait trois. En fait, les chapitres du roman, ils sont conçus comme des interludes. Donc, c'est un homme, une femme, deux hommes, une femme. En fonction de ce qui se passe, il y a des hommes qui entrent dans la pièce et tout. Ça, c'était un clin d'œil à American Psycho, en fait, de Bret Easton Ellis. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre-là, où donc l'histoire d'un serial killer. Et il y a des chapitres qui s'intitulent Un clochard, parce qu'il va tuer un clochard. Il y a des chapitres qui s'intitulent Un enfant. Celui-là, il va être... Donc, c'était pour faire un peu un effet comme ça que j'ai fait ça au départ. Et donc, au tout début, j'avais juste mis ce gars-là, je savais pas qu'il y en aurait d'autres en fait. Puisque l'intrigue de thriller, ça c'est. Voilà. J'ai mis Schwarzenegger parce que, précisément, en fait, c'était un peu pour me regarder moi. Parce que Schwarzenegger, c'est l'icône des années 80. Moi, j'ai vibré à tous ces films quand j'étais gamin. Et encore aujourd'hui, c'est les films que je montre à mes enfants. Last Action Hero, Terminator, enfin, Total Recall, tous ces films dans lesquels Schwarzy, voilà, il a été vraiment le héros des films d'aventure et d'action. Donc, c'était. D'une certaine manière, c'est juste un pied de nez. C'est rigolo de mettre un type gringalet avec un masque de Schwarzenegger. Il n'a pas pu trouver mieux, quoi. C'est vraiment. Mais en même temps, c'était une façon de me dire à moi, bon, faut que tu sortes un peu de ce que tu as connu, en fait. Il faut que tu renverses un peu l'action. En fait, voilà, tu vas te mettre du côté des nanas, en fait. Alors que moi, j'aurais pas pris conscience de la complaisance que j'avais comment dire. Je voyais pas du tout de problème à ce que les films les westerns, les films d'action que je montrais à mon épouse, c'est pour ça que je fais comme ça depuis tout à l'heure, ne soient occupés que par des hommes. C'est vraiment elle qui me l'a fait remarquer, en fait. Et j'ai mis longtemps à voir le problème, en fait. Et donc, je dirais même qu'il y a quelqu'un en moi qui continue de pas voir le problème. Donc, j'ai fait exprès de lui mettre un masque de Schwarzenegger, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime beaucoup. Pas le gouverneur de Californie qu'il est devenu, mais le héros de film, c'est un peu une icône, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Les costumes de trader, c'était un clin d'œil à American Psycho, effectivement. Et eux, est-ce que je les ai pas travaillés autant? Non, il reste quand même des icônes. Et ils fonctionnent, comment dire, ils fonctionnent comme des méchants, c'est-à-dire que quand tu construis une histoire, ma conviction, c'est que tu dois bien faire les choses, c'est-à-dire que tu dois respecter certaines règles, travailler ta structure, faire en sorte qu'il y ait de la tension narrative, des personnages qui sortent, comme dans Star Wars, un vrai méchant et un peu moins méchant, qu'on peut sauver. Donc l'empereur, vrai méchant, il n'y a rien à faire. Et Vador, en fait, c'est un méchant, mais peut-être qu'on pourrait le sauver. Donc plein de choses comme ça qui sont des éléments constitutifs d'une bible narrative. Et tu fais bien ça, et pour ce qui est plus intéressant et plus original, ça va se faire tout seul, en fait. Ce que je pense vraiment, ce que je suis, ça va sortir au final, tu vois. Donc si vraiment je suis un salaud, ça va finir par se voir, c'est comme ça. Et c'est pas grave, en fait. Mais voilà, moi je dois travailler comme un artisan sur tous ces trucs-là. Donc les méchants, pour finir, j'avais pas besoin de les investir plus que ça. C'est pas eux les héros, hein. Ils sont pas là, tant pis les gars, vous aurez une autre histoire peut-être. Et là ils sont là pour jouer leur rôle de méchant, ce qui n'empêche pas de temps en temps de donner un petit peu des petites choses, tu vois, de montrer que le personnage de Schwarzenegger, bon, c'est presque autant une victime, enfin pas autant une victime que les femmes, mais c'est une victime en fait, c'est pas un bourreau, quoi. Il y a deux choses qui le mettent en scène. Ce contrepoids et ce rôle des méchants, c'est à la fois en exergue, donc la citation d'Adèle Haenel, où tu dis « Les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, nos amis, nos pères. » Et en fait, la toute première phrase également, là je vais essayer d'aller prudemment parce que je ne veux pas trop qu'on dévoile de choses. Voilà. Et cette première phrase qui dit « Il n'arrête pas de répéter qu'il aime les femmes et qu'il n'a rien contre elles, c'est elle qui m'aime pas. » Enfin, c'est pas qu'elle m'aime pas, c'est pas exactement ça. Elle nous aime plus. Ouais. En fait, si, il y a quand même un truc, c'est que en fait, j'ai écrit ce roman d'une certaine manière pour faire rire et frémir. C'est mon livre le plus grand public, quand même, clairement, enfin, je pense. Mais
d'une certaine manière, j'ai voulu me confronter un peu à mes démons aussi. Ça, je ne l'avais jamais dit. Parce que, d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'héroïne est séquestrée et ligotée à une chaise et tout, c'est une espèce de cauchemar que j'ai, c'est un peu récurrent, ça revient souvent dans mes bouquins, en fait, ce truc. Et en plus, comme c'est raconté à la première personne, je me suis un peu fait mal, quoi. Et pourquoi je vous dis tout ça en préambule? Parce que, en fait, ce truc de ce gars qui dit j'ai rien contre les femmes et tout, c'est venu d'un sentiment en moi qui est un sentiment que pas mal d'hommes partagent, c'est face au mouvement MeToo et tout, une espèce de peur en fait, de se dire oh, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis moi je suis pas comme les autres, enfin, je suis pas comme not all men, tous ces hashtags là, qu'on a entendus aussi, des mecs qui disent mais moi je suis pas forcément comme ça. Et donc en fait je me suis servi de ces sentiments qui sont un peu mesquins ou qui sont un peu limités, surtout c'est des sentiments qu'on ressent parce qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qui se passe, pour me dire mais en fait tu prends ces sentiments de peur et de malaise, et, voilà, et tu les mets dans un personnage qui a pas la chance d'être bien entouré, qui serait seul, et ça peut donner des choses horribles. Voilà. Donc c'est intéressant. Quand c'est horrible, ça vient. Donc cette figure du monstre, ouais, qui vient vraiment faire contrepoids à la force de ces 5 femmes, Oui. aux liens qui les unissent, à leur sororité, à leur ouverture d'esprit en fait. Oui. Et eux qui incarnent quelque chose d'assez, en effet... Et voilà. Et au début, d'ailleurs, la citation, j'avais dit que les monstres, ça n'existe pas. Et mon éditrice a dit non, il faut qu'on aille au bout de la citation pour que ce sont nos pères, nos frères, nos amis. Mais c'est vrai que voilà, cette citation servait à dire ils sont pas sortis de terre comme ça en fait. Ils sont pas sortis de terre maléfiques. Ils sont devenus comme ça parce que contrairement aux 5 filles qui ont de l'amour et qui échangent tout le temps de l'intelligence, de l'entraide, de l'amitié et tout, bah, eux, ils sont dans leur bloc de certitude et ils sont très malheureux et très méchants. Mais pour des raisons différentes en plus. Tu vois, Bruce Willis, c'est une pure brute, un peu stupide. Le petit Schwarzenegger, c'est un type qui a une impuissance énorme, qui l'écrase et qui fait de lui quelqu'un de vil, quoi. Et l'autre, Stallone, c'est l'empereur. Et donc tu le disais, tu l'as dit à plusieurs reprises, tu convoques en effet des références cinématographiques, enfin vraiment qui ponctuent le roman et qui ajoutent, oui, un décor très viril, quoi, très masculin. Donc Schwarzy, Game of Thrones, David Lynch, Zorro, Tarantino, Marvel, Le Silence des Agneaux, tout ça qui se réfère à la fois à une violence, à une noirceur, à une époque, à une vision du corps, enfin de la femme, de sa place et de l'homme, quoi, d'une espèce de virilisme, de masculinité. Ouais. Le Silence des Agneaux, par exemple, il fait tout un truc à un moment, le gars, où il la regarde et il lui dit, il dit à l'autre, ouais, tu t'es fait un trip un peu Silence des Agneaux quand il arrive dans la cave, quoi, et qu'il voit que la fille est ligotée. Et ce qui est un peu horrible, c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, je me suis confronté un peu à mes démons, c'est que je l'ai laissé parler le gars, et donc ça sort quand même pas de nulle part, ça sort un peu de mon cerveau, quoi. Et il lui dit tout un truc comme ça, il dit ouais, c'est intéressant, le Silence des Agneaux, quand on y pense, ça parlait des monstres, à l'époque on était un peu fasciné par les monstres, et quand même, cette histoire d'une nana qui était un petit peu séduite par un serial killer, c'était un peu cool, on pourrait plus le dire comme ça aujourd'hui, en plus elle est lesbienne, l'actrice, enfin, il sort plein d'horreurs comme ça, c'est un saut d'horreur, quoi. Et ouais, je trouve ça intéressant de voir que si tu appuies sur un bouton, tu te mets dans la peau d'un certain personnage, tu peux réussir à sortir ces trucs-là, en fait. Enfin, voilà. Je trouve ça intéressant de se demander, mais qu'est-ce qu'on collectionne en nous, quand même, comme idées stupides, noires, comme préjugés et tout. Voilà. Donc, les incarner, les mettre dans les bouches des méchants, c'est intéressant, parce que du coup, tu les regardes, tu les théâtralises aussi. C'est ça. Et justement, alors tu parles de théâtre, et moi j'ai eu l'impression à lire, et on va arriver sur la structure du roman, que ça crée une espèce de ring en fait, où se battent, où se confrontent des idées féministes, masculinistes, et pour moi, il y a quelque chose de très fort dans l'alternance des chapitres et dans dans les idées qui sont envoyées comme ça, qui sont tous les imaginaires que ça convoque. Pour moi, j'ai eu vraiment cette idée-là, quoi, d'une époque, comme si par ces textes-là, tu faisais un peu un point de ok, on a hérité dans les années 90, et puis même en fait au-delà, en fait, on hérite de tout ça, et aujourd'hui en fait il faut changer parce que leurs caractères sont forts et parce que. Oui.
C'est Voilà. aussi dans les années 90, toutes ces idées, parfois nauséabondes, elles ont été véhiculées via des supports qui étaient séduisants, en fait. Tu vois, il y a aussi plein de Oui, oui, films oui, oui. dégueux qui sont un peu cool à regarder, quoi. Et Mm. donc, ouais, effectivement, je pense que j'ai employé le théâtre, enfin, le spectaculaire, Ouais, 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 aussi ouais. pour, effectivement, Ouais. pour ricocher. Et c'est vrai que, tu vois, c'est marrant parce que les scènes de comédie, je les imagine vraiment autour d'une table comme ça, très ronde, justement, en Mm. train de se balancer des vannes. Et pour moi, c'était un peu un challenge de faire en sorte que ça ne retombe pas, Mm. qu'il y ait toujours un rythme de réplique assez soutenu. Mais j'avais pas pensé à la pièce obscure comme comme à un autre ring. Et Ouais. en fait, c'est vraiment très juste. Ouais. Ouais, c'est C'est marrant. le sentiment que j'ai eu à la lecture. Oui, c'est vrai. Et de tous ces personnages-là, deux personnalités, enfin voilà, deux femmes sont les narratrices Oui. des deux parties, qui sont Sophia et Lot. Alors sans en dévoiler trop, voilà. Pourquoi ces Ouais, deux-là? pourquoi elle, en fait? Pourquoi, ouais. Bon, voilà, au début, bah, Sophia, c'était elle qui blablatait, donc elle, c'est quand même la Mm. plus bavarde. Alors, tout début, le roman était en plus très méta, c'est-à-dire que c'était de la mise en abîme permanente. C'était un peu chiant, je pense. C'est-à-dire que elle, comme elle est pigée journaliste, mais un peu aussi écrivaine, elle racontait le truc en faisant sans arrêt des commentaires sur ce que le roman était. Il y avait des notes de bas de page qui D'accord. commentaient sur ah, vous vous attendez à ce que je dise ça, bah non, justement, je vais dire le contraire. Ok. C'était un peu fatigant en fait. Mais je lui avais donné la parole à elle parce que pour moi elle c'était le plus évident. En fait. Mm. Sophia, Mm. étymologiquement, voilà, c'est qui c'est. Hein, j'ai mis son petit pseudo, c'est 16, c'est Sésame en fait. Enfin, voilà, c'est elle qui a la parole, c'est logique. Mm. Et je savais qu'elle parlait pour la première partie. Cass, Lee et Fleur, bon, on les regarde, c'est vraiment Mm. spectaculaire, il faut les voir faire. En fait, chaque chapitre de comédie présente plutôt l'une. Le premier c'est Cass, puis après il tourne un peu plus vers Fleur, un Ouais. peu plus vers Lee. Mm. Et donc quand je donnais la parole à l'autre, comme je disais tout à l'heure, je savais pas trop ce qu'elle avait dans le ventre, mais je savais que c'était celle qui parlait pas. Et donc moi je suis très basique, hein, je fonctionne toujours par contraste et par effet de symétrie. Donc il y en a une qui parle beaucoup, elle a fait toute la première partie. Maintenant on va donner la parole à celle qui parle pas, justement. Et en est sortie cette drôle de fille, quoi, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'autre. Je trouve elle est très bizarre par certains aspects. Elle évoque forcément des formes d'autisme, par exemple. C'est ce que m'a dit mon éditrice. Parce que c'est une fille qui est complètement, comment dire, qui ne sait pas comment fonctionnent les sentiments. Mm. Et qui est étrangère aux sentiments et qui passe son temps à jouer la comédie, en fait. En fait, c'est comme ça que je l'ai trouvé, l'autre. Mm. J'ai commencé à écrire. Et je me disais, bon, elle est dans le bar, et les filles, elles n'arrêtent pas de rire très fort, et j'ai commencé en me disant, souvent, je sais pas trop quand est-ce qu'il faut rire. Mais elle est très observatrice, donc elle a compris que quand les gens ont les yeux qui commencent un peu à se plisser, c'est le moment où on va rigoler, donc elle fait comme tout le monde. Et elle explique que parfois elle a des faux départs d'ailleurs, parfois elle se trouve, il y en a un qui va éternuer, elle fait, et hop, ah non, c'est juste trompé. Et c'est ce décalage que d'abord je trouvais un peu amusant, mais en plus ça m'a permis de la trouver au bout d'un moment. Parce que voilà, c'est pareil, elle est parfaite, a priori, donc elle doit cacher une vraie grosse fêlure, quoi, et c'est comme ça que je le trouve. Mm. Donc ce texte, il est hyper rythmé. Beaucoup aussi, alors par les dialogues, dans les scènes au Cosmo, dans le bar donc. Il est très souvent drôle. Moi, vraiment, je trouve éclatant, quoi, sur ces parties-là. Et j'ai eu le sentiment que tu t'étais beaucoup amusée à l'écrire. Ouais. En fait, toutes ces parties de comédie, j'ai pris énormément de plaisir à les écrire. Au début, un petit peu trop, en fait, parce que j'avais même tendance à faire trop de vannes et tout. Je dirais que le travail sur celui-là, ça va être plutôt d'en enlever. Ouais. Il y en a une ou deux que je regrette un peu, d'ailleurs. Elle était vraiment drôle, celle-là, mais parce que sinon, tu peux pas. D'ailleurs, quand je fais les lectures, à chaque fois, ça me frappe de voir que il faut laisser un temps pour que les gens aient le temps de rire. Parce que si tu enchaînes trop de vannes, tu gâches tes propres répliques, quoi. Donc il faut des petits temps morts, il faut des petits moments où... Voilà, donc cette gestion du rythme, ça a été vraiment le boulot, quoi. Et les intrigues de thriller, pour le coup, c'était plus douloureux à écrire, franchement. On va s'en faire un jojote, mais c'est vrai que voilà, l'idée, c'était quand même de s'immerger vraiment et de passer complètement par le corps. Donc de se demander, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui... Tu sais, où elle se dit qu'elle s'est pissée dessus, elle est trempée, elle parle souvent de ses lunettes. Moi, je suis très myope, en fait. Donc c'est un truc que je comprends bien, ce truc de
de plus voir si on t'enlève tes lunettes, d'avoir peur voilà, enfin, de ne te fier qu'au son, aux odeurs et tout. Donc je me suis immergé. En fait, ces deux, elles sont encore une fois en contraste. Hein. Il y a une partie très expressive, où on les voit, on les entend, sa gueule et tout, et l'autre qui est très intérieure en fait, et qui passe par des choses qu'elle ingère. Et donc sur la structure, donc les chapitres alternent entre... Je reprends. Il y a 2 actes. C'est une structure qu'on avait déjà découverte dans Le Grand Saut, mais tu appelais ça des parties. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi un acte? Parce que pour le coup, c'était ce côté théâtral, mais ouais, c'était un... Mais en fait, c'était aussi un petit peu... Enfin oui, c'est ça. C'est pour donner un aspect théâtral, de la même façon que Tarantino, dans ses films, souvent, il met des actes aussi comme ça, parce que c'est un peu la même ambition. Et Tarantino, c'est vraiment une influence très nette du bouquin, ce qui est marrant, parce que Tarantino, c'est pas du tout un réalisateur féministe, par exemple. Il est même très souvent accusé de male gaze, donc le fait de filmer les jeunes femmes de façon hyper sexuée. Il y a plein de trucs que j'aime pas dans son regard, mais en revanche, ce que j'aime chez lui, c'est le côté très éclatant et très tapageur, en fait, et la référence admise via le cinéma pour lui au théâtre. Et moi, c'était vraiment ça. Je voulais presque qu'on entende un peu les 3 coups avant qu'on... Donc 2 actes principaux, enfin 2 actes, pardon. Et donc on commence avec une scène dans cette pièce obscure, puis une scène au Cosmo. On retourne dans la pièce obscure, une scène au Cosmo. 4 parties dans la pièce obscure et 4 au Cosmo dans l'acte 1. Et de même dans l'acte 2. Oui. Avec un miroir à la fin de l'acte 1, comme un passage de relais, en fait, de la parole entre Sophia et Lot à la fin de l'acte 1 et le premier chapitre de l'acte 2. Oui. C'est très architecturé. Oui, ouais. Mais un peu moins... C'est une contrainte ou tu as déjà ça en tête Alors, non, ça, là, c'est un peu quand même une contrainte. Je trouve que moi, les contraintes, ça m'aide quand même. J'aime vraiment bien me forcer à me mettre dans des trous de souris de temps en temps, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir faire un peu de place et faire exploser la langue, surtout. Donc, parfois, je me montre des trucs à Brune, elle me dit, mais tu prends la tête vraiment, personne ne va le voir, quoi. Et je suis super content parce que notre pâquerette, le chapitre 2, il commence par nôtre, et le chapitre 2 de la saison 2, il commence aussi par... Enfin, l'acte 2, c'est aussi nôtre, je sais pas quoi. Enfin, des trucs de miroir, quoi, des effets de miroir que je fais dans tous les sens. Et ça, c'est pas forcément très utile, en fait. C'est pour moi. C'est pour me contraindre, tu vois. Et me forcer, finalement, après, à l'intérieur de cette grille un peu tenue, quoi, à dégager des effets un peu spectaculaires. Après, je trouve quand même que, par rapport au Grand Saut, c'est une structure quand même moins paranoïaque, quoi. Tu vois, je me suis quand même moins embêté avec ça. Je trouve que c'est un peu plus libre. C'est marrant quand même, c'est que ça fait un homme, une femme, un homme, 2 femmes, 3 hommes, et après ça fait une structure inversée. Ça fait 3 hommes, 2 femmes, 3 hommes, 1 femme, 2 hommes, 1 femme. Donc ça fait des... En plus, c'est compliqué la structure parce qu'on peut pas en parler. C'est super difficile, je trouve, d'employer les termes et tout. Mais finalement, tu vois, je me posais la question parce que moi j'aime bien... Pardon. Non, mais pour finir, ça fait un homme au tout début et 5 femmes à la fin. Et 5 femmes à la fin. Il est tout seul, lui, il est tout seul contre eux. Le ring. Voilà, c'est le ring. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je me pose, pour les romanciers, je me pose souvent la question, romancière, de ce qu'on appelle écrivain jardinier, écrivain architecte. Et en t'écoutant là dans tes réponses, je me disais non, mais en fait, apparemment il se laisse aller, en fait, il découvre et son personnage à un moment le dépasse et puis quelque chose surgit dans le roman et qu'il n'avait pas prévu et puis finalement c'est quand même très structuré au départ. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, vraiment, parce que oui, parce que je sais très bien qu'il faut que l'autre revienne à tel moment et que etc. Mais je sais pas forcément comment ça va se faire. Et le truc des enfants dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment un moment de l'intrigue où j'étais un peu coincé parce qu'elles sont censées aller retrouver un gars, choper son adresse, mais j'avais pas du tout de solution, quoi. Je savais pas du tout comment elles pouvaient faire. Et là, je me suis dit, ah mais attends, les ados, et eux, ils sont capables de faire ça sur internet et tout. Donc hop, c'est comme ça que j'ai retrouvé, quoi. Donc c'est ça. Je pense que la structure, ça me permet de faire un grand chemin bien balisé, et puis de temps en temps, je peux faire appel à des intuitions pures, et même des coups de bol. C'est le hasard, quoi, qui est parfois assez magique, qui permet
de rafistoler, de voyager d'une case à l'autre. Je trouve ce qui traverse le roman et ce qui est commun aussi à tes romans précédents destinés à un lectorat adulte, c'est une écriture des équilibres fragiles. Moi, je l'ai perçu comme ça. Des bouleversements de la vie, de la mort, des relations des parents, des enfants, des femmes, des hommes. Et pour moi, ici encore, c'est cette opposition qui est forte en fait, et de trouver, de placer ton texte au cœur de cet équilibre en fait. Voilà, Si. Alors, non, mais ça me parle vraiment. Oui. Ouais. Alors, pourtant, c'est assez nébuleux. Mais si, les équilibres fragiles, ça me parle beaucoup parce que, en fait, quand je me dis que je vais écrire un nouveau livre, souvent, ça vient d'un personnage. Donc voilà, ça, c'est le point de départ. J'ai envie de le voir vivre, de la voir vivre. Ça, ok. Et puis, je vais greffer une intrigue là-dessus. Et il y a toujours un moment où je vais tomber un synopsis un peu charté et tout. Maintenant, ce qui va faire justement les moments un peu jardiniers, comme tu disais, c'est justement ces moments d'émotion. Et moi, ce que j'aime, c'est les moments de bascule. C'est pour ça que l'équilibre fragile, ça me parle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quand un bébé naît, il n'y avait personne dans la pièce. Enfin, on était deux, puis d'un coup, on est trois. Et c'est le moment où tu chavires, quoi. Cette personne, tu te dis, je ne lui parlerai plus jamais, puis tu la regardes, et puis en fait, tu te dis, en fait, non, ce serait vraiment dommage. Et donc, tu fais un pas vers l'autre. Voilà, c'est tous ces moments où, en fait, on arrive à sortir d'un chemin, quoi, pour oser autre chose. Voilà. Et ça me touche profondément. C'est pour ça que les histoires de rédemption, de pardon, la miséricorde, ces trucs qui m'émeuvent, en fait. Et il y en a plusieurs dans le bouquin, effectivement. Ouais. Comme le travail d'un auteur qui serait vraiment le témoin des bouleversements, en fait, et qui se pose la question de l'autre et comment il réagit et comment se placer et comment témoigner de ça par le roman. Sachant que ça, c'est quand j'écris ces moments, c'est des moments où je suis ému. Enfin, moi, ça m'émeut, quoi, tu vois. Quand Fleur, je sais pas ce qui se passe, mais Fleur, elle est présentée vraiment comme un personnage très fragile, mais elle a un moment de force, tu vois, où elle se... Et ben moi, rien que de la revoir, ça me touche un peu. Voilà. Parce que je peux la regarder et je me dis vraiment, ça c'est beau. Parce que c'est des choses que j'ai vues dans ma vie, auxquelles on a tous assisté, et qui à chaque fois nous émeuvent. Ça veut dire qu'on n'est pas contraint à refaire toujours les mêmes choses ou à être uniquement ce qu'on est censé être. On peut être d'autres choses. Et sur ces émotions aussi, j'en parle peu parce que j'ai vraiment à cœur de ne pas dévoiler trop de choses du roman, si vous voulez bien. Une autre clé de ce roman, c'est aussi les histoires d'amour qui le traversent. Je savais que tu allais dire ça. Je suis très prévisible. Non, pas du tout. C'est parce que tu connais bien ton roman. C'est pas que je suis prévisible, c'est que je me disais, il manque un truc qu'elle n'a pas dit, et c'était celui-là. C'est vrai. Sinon, j'aurais pas fait déçu. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est un livre qui tranche clairement. Je ne suis pas le même éditeur. J'ai jamais fait quand même du roman de genre aussi assumé avant, alors que c'est quand même ce que je préfère en plus. Moi, je suis un lecteur de romans de genre. Donc, par plein d'aspects, il détonne énormément avec les précédents. Mais quand même, ça reste un bouquin que j'ai écrit et je pense quand même qu'on peut trouver des liens. Et vraiment, le lien le plus fort, c'est ça, c'est que je parle que d'amour. C'est un truc qui est persistant à chaque fois. Il y a une histoire d'amour qui traverse le livre, une histoire d'amour au sens le plus précis du terme, mais de toute façon, ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est la cohésion du groupe. Donc ce qui les relie, ce qui les sauve, c'est l'amour finalement. C'est pas l'enquête policière, c'est pas la baston, alors que c'est un roman de baston aussi. Mais en fait, c'est vraiment l'amour qui les sauve. Et ce qui perd les salauds, là, c'est qu'ils manquent d'amour. Ils ont manqué d'amour et ils n'en donnent plus, en fait. C'est pour ça qu'ils perdent. Ils perdent. Je vous le dis. Si tu veux bien, j'en arrive à ce dont nous ne parlerons pas et qui sera dévoilé si vous lisez ce roman. On ne dira pas qui enlève qui. On ne dira pas qui meurt. On ne dira pas qui aime qui trompe qui est sauvé de justesse. Et quel secret cache Lot. Voilà. Donc c'est un roman qui repose sur une intrigue quand même bien préparé ton truc. Voilà. On peut
parler, si tu veux, des autres parutions de cette année, ou bien rester avec les 5 Amazon. Mais, Est-ce que vous voilà. pouvez nous dire Si vous deux avez des trucs questions. sur l'éditeur? Sur La Ville Ville brûle. Oui. Vas-y. La Ville brûle, c'est une maison d'édition qui est montreuilloise, qui est basée à Montreuil. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même une toute petite boîte au départ. Au départ, ils sont 2. C'est un couple. D'accord. Maintenant, ils ont commencé un peu à grossir, donc ça y est, ils se sont adjoints les services de 2 autres personnes. Ils se sont fait remarquer pour leur ligne, effectivement, très engagée, très à gauche et très féministe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont publié des livres très différents, des albums illustrés pour les enfants, des beaux livres, des recueils de poésie, des essais. Ouais, c'est ce beaucoup. que j'ai vu sur le site, c'est pour ça que je pose la Ouais. question. Essais, documents, beaucoup, ils sont très forts là-dessus. Et quelques romans, assez peu. Mais ce que j'aime bien chez eux, c'est que bien qu'ils assument le fait qu'ils sont très, très politisés, ça écrase pas les propos des livres. En fait, tu vois, ça vient pas, c'est pas des livres à message. Moi, j'aurais pas du tout pu travailler dans ces conditions-là. C'est quand même des gens qui aiment vraiment la littérature, qui aiment la belle réflexion quand on parle d'essai. C'est pas des gens embrigadés, quoi. Voilà. Même s'ils ont des idées à faire passer, clairement à diffuser. Ouais. Et ils ont pris ce roman aussi parce que ça leur parlait, quoi. C'est pas un message, mais ça dit des choses. Oui, c'est vrai. C'est leur ligne pour les romans adultes. Tu vois, moi, ça vient vraiment au dernier ressort, quoi. Ouais. Non, il y a un truc que je voulais vous dire qui est intéressant, moi, je trouve, parce que après, je vous libère. Vous avez une question aussi. C'est que, ouais, j'espère que vous aurez une question. Non, c'est que La Ville brûle, c'est aussi un éditeur très woke. Ce qui est un mot aujourd'hui, c'est pas trop comment l'employer. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à pas heurter les lecteurs, les minorités et tout. Et en fait, moi, je suis au départ un peu un boomer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire, non, en fiction, on fait tout ce qu'on veut, on écrit tout ce qu'on veut et tout. Et eux, globalement, eux aussi, mais ils sont plus subtils que moi, en fait. Et il y a un truc sur lequel ils m'ont vraiment alerté, auquel je n'avais pas pensé, donc j'en parle parce que je trouve ça très intéressant. C'est qu'au départ, mon personnage de Cass, à un moment, ma éditrice m'a dit, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plein de métaphores animalières. Quand tu parles de Cass, tu dis, elle rugit, tu parles de sa crinière, et ben, j'ai pris une énorme baffe, en fait, à la tête, quoi. Parce que, vraiment, au départ, j'aime pas du tout l'idée sur laquelle... tu es un homme, donc tu peux pas que dans la peau d'une femme, par exemple. C'est des idées qu'on peut entendre parfois circuler en ce moment dans certaines sphères littéraires. Mais en revanche, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, c'est vrai en fait. Ah oui. Ouais. C'est vrai. En réalité, je me suis mis dans cette fille-là, je l'incarne bien, je sais comment elle parle, Cass, je pense qu'elle est juste, quoi. Mais il y a quelques trucs qui viennent des trucs que j'ai dans la tête depuis longtemps, qui sont là, quoi, qu'on se transmet de génération en génération. Et effectivement, ça ne coûte rien d'être un peu moins idiot et donc de travailler à ça. Donc j'ai affiné là-dessus, sur son conseil, alors que moi j'étais très réticent au départ. Donc voilà, je vais vous livrer cette petite anecdote, je trouve ça intéressant. Si vous avez des questions. Moi j'ai un constat, qui est plus un remerciement en fait. C'est que je t'ai entendu dire que Lee était ton personnage un peu préféré et que t'espérais que chaque fille qui lit ce bouquin kiffe parce qu'elle était sexy. Du coup là j'ai voulu ressortir un truc viril. Et je me suis dit bon, il est complètement guéri. Il y a encore du travail. Je sens ressortir en moi régulièrement des espèces de conditionnements machistes et compagnie. Je me dis bon, c'est vrai, ça va, on en est encore dans le boulot. C'est vrai. Moi j'avais employé sexy au sens de c'est sexy, spirituellement sexy, mais bon, j'entends ce que tu veux dire. Sacré bascule. Bon, bah merci à vous. Non, j'ai encore une question. Oui, Lucie. Vous voulez pas encore nous kidnapper une minute ou... Non, mais plaisir, moi je ferai toute la soirée. Non, mais, en fait, tout à l'heure, quand Aurélie a lu le début du texte, moi j'ai été saisie d'une forme d'effroi. Et je me suis dit, ah non, je vais pas pouvoir lire ce texte-là, en fait. Parce que c'est... bon, peut-être parce que c'est une époque, un moment où une sensibilité fait que je me sens pas de me lancer. Et du coup, j'ai un peu de... Enfin, je suis très curieuse de cet enchaînement, je pense, de cette bascule entre ce registre de comédie et un registre finalement, parce que si on entre dans le kidnapping, la séquestration, exactement, comment est-ce que ça peut être à la fois
saisissant d'horreur Ouais. et saisissant de drôlerie. Voilà, en fait, au départ, le principe, c'était vraiment de faire la douche écossaise. Hein. C'était ça le but. Hein. C'était vraiment qu'on se prenne des trucs super flippants. Généralement, les chapitres, d'ailleurs, thriller, s'achèvent sur une chute qui est censée t'agripper un peu plus. Et la comédie était faite pour te permettre d'évacuer tout ça. Mais ce qui se passe un peu au fil du livre, ce qui est assez marrant, c'est que je trouve que dans les scènes de thriller, il y a des choses comiques qui finissent par sortir quand même. Et dans les scènes de comédie, il y a en tout cas plus d'émotions qui dégagent, quoi. Donc, vraiment, moi j'ai joué sur un principe de contraste pour cette raison, quoi, pour pas laisser les gens dans une cave pendant 200 pages. Tu vois. En plus, j'aurais pas aimé lire ça moi-même. Ça m'aurait gonflé tout simplement. Je trouve qu'on s'ennuie si on est que dans l'horreur, quoi. Enfin, dans ce genre d'horreur. Donc, c'était à ça que ça servait. Je l'ai orchestré comme ça. Après, je trouve qu'à la lecture, il y a aussi une temporalité qui joue dans les deux univers. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la scène de séquestration, c'est une sorte de présent. Et ce qui se passe dans la scène de bar, on sait que c'était juste avant. Donc, celle qui est séquestrée est présente dans ces scènes. Et donc, on glisse tout doux, on la voit, on se familiarise avec elle, on voit comment fonctionne le groupe. On sait que dans le présent, en fait, elle est séquestrée. Mais toutes les scènes dans le bar nous donnent de l'espoir, en fait. On va vers quelque chose où on sait qu'en fait, la temporalité va nous sauver, en fait. Que je trouve que dans ce qui fonctionne dans la narration aussi... L'architecture dont tu as parlé, en utilisant le mot de balisage, moi, m'a beaucoup servi à me trouver bien là-dedans. Et que le côté saisissant d'horreur et saisissant de comédie, j'en ai profité un maximum. C'est très rare que je lise en riant aussi fort. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce socle. Et tu as raison sur le fait de dire... de faire en sorte qu'on en profite. Parce que moi, c'était ma préoccupation pendant tout le livre, c'est de me dire, attention, si je fais 3 vannes de suite, les gens vont pas en profiter. C'est vraiment, vont rater moi, une, ça a quoi. été une lecture jouissive. Ah ouais. Il est parti, il est parti. Je souligne aussi que, moi je trouve que tu prends soin du lecteur, même dans les scènes, dans les parties plus horrifiques, avec, tu nous glisses quand même un petit peu, des petits messages, des petits moments où ils sont un peu ridicules. Oui. En fait, oui, c'est ça, c'est dosé, c'est vraiment dosé. Ces hommes qui sont des agresseurs et qui font peur, mais en fait, c'est comme si tu nous disais, t'inquiète, regarde là, il y a un petit truc. Il y a des failles. Et en fait, on est avec toi. Du coup, tu es avec sur ce nous, balancier, on voit. On est rassuré. Oui, c'est vrai. On voit les forces des Amazones et les failles. Est-ce que les méchants ont quelque chose de sympathique? Ou tu les as tués tous méchants sympathique, je sais pas si c'est le mot. On peut pas être vraiment en sympathie avec eux parce qu'ils sont dans un rôle, parce qu'ils portent des masques quand même. Hein, donc ils sont dans un rôle tellement atroce, quoi. Enfin, c'est difficile de les trouver sympathiques. En revanche, comment dire, on peut deviner qu'il y a des choses qu'ils cachent, quoi. Peut-être les rendrait plus sympathiques dans d'autres circonstances. Surtout Schwarzenegger, en fait. Qui s'appelle Cyril. Oui, c'est ça, le moment où il est sympathique, je trouve, c'est vraiment dans cette première phrase-là, quand il dit... quand elle dit, il n'arrête pas de répéter qu'il aime les femmes et qu'il n'a rien contre elles. C'est à peu près le moment où il est sympathique. C'est pas leur livre, en fait. Pour moi, c'est ça, le truc. C'était... ce qui m'avait marqué à l'époque. Mon épouse avait mis sur Facebook, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. Le jour des droits de l'ordonnance, j'arrive pas à trouver ça, je veux dire. J'en ai des droits. La journée, j'arrive jamais à la formuler. Donc cette journée-là, j'avais plein de copains sur Facebook qui avaient mis avec vous les femmes de tout cœur, machin et tout, super. Et puis Brune avait mis sur Facebook, chers amis, les hommes et tout, je voudrais qu'aujourd'hui vous fermiez votre gueule. Je m'étais dit, en fait, c'était vraiment super fort, quoi, parce qu'il y a un temps pour tout, en fait. Et dans ce livre-là, il y a des hommes sympathiques, il y en a quelques-uns. Ils ont vraiment des rôles secondaires. Alors, je me suis marré parce que j'ai fait un infirmier à un moment. Et ça, c'était vraiment un clin d'œil au fait que souvent les femmes dans les films d'aventure, elles sont infirmières. Donc, du coup, c'est un peu renversé. Donc, il y a quelques types sympathiques, mais ils sont très en retrait. Et les méchants qui prennent de la place, bah non, c'est pas le moment. Ouais, absolument. Moi, j'ai une question. À partir de quel âge il est conseillé ce livre ? Moi, je pense qu'on peut le lire dès 14 ans, quoi, 14-15 ans.
Parce qu'il y a quelques blagues sur le pregnant porn au début qui sont un peu Ouais, salées, quoi. Mais Grands bon, ados, c'est grands raconté. ados, Mais c'est vrai qu'en plus, il a une couve, tu vois, qui peut évoquer le roman ado. Oui, Oui. On me le dit souvent, en fait. Hein, mais c'est vrai que, parce qu'elle est très pop, quoi. C'est vrai que c'est pas le cas dans mes autres romans, mais pour celui-là, j'ai souvent imaginé des lectrices plutôt que des lecteurs quand j'écrivais. Alors que, en fait, il y a des lecteurs qui le lisent et qui l'ont lu avec plaisir. Et j'ai souvent imaginé des jeunes femmes le lisant, mais c'est vraiment comme ça, quoi. En fait, c'est un livre qui peut être vraiment peut être à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, des ados, ça peut leur plaire aussi, c'est sûr. Là, je l'ai fait lire à mon garçon, celui-là, qui a 15 ans, et il l'a bouffé. Je voyais bien qu'il pouvait s'emparer assez facilement de ce livre-là. Donc, ouais, j'ai 14-15 ans. Les retraités peuvent le lire. Je pense que bien sûr, c'est... Non mais c'était un peu en écho aussi à ce que vous disiez sur... il y a des passages, moi je l'ai lu, il y a des passages qui font vraiment peur. Mais comme elle disait Brune, il y a quand même... on n'en est jamais non plus... on frissonne, mais c'est pas dérangeant au point de pas fermer l'œil de la nuit, j'ai trouvé moi, et pourtant je suis sensible à ça aussi. Mais ça commence comme ça quand même. Ça commence. Oui, vraiment. Non, mais je veux dire, moi c'est ce que je m'étais dit, des ados de 15-16 ans. Oui. Non, moi s'il y avait les contre-indications, enfin, au fait de le confier à une gamine de 12 ans, c'est plutôt les blagues sur le... Mais encore, c'est des gens, enfin, tu vois... Non mais voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt qu'il y a des vannes un peu salées par moments, surtout sur les scènes de comédie. Après les scènes de thriller, pas d'éviscération, tu vois. C'est bizarre de finir une rencontre sur il n'y a pas d'éviscération. C'est vrai, ça fait un blanc, on peut le constater. Bon. Allez, on vous offre un verre. Merci.